Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. Hey, salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Dans la cage. Ben Baudouin en compagnie de Pat Côté. Ça va, Pat? très bien, top shape. Oh, ouais, t'es dans la renforme, j'aime ça. Grosse émission, très content de ce qu'on vous présente au cours de la prochaine heure ou à peu près. Revenir bien sûr sur ce qui s'est passé la fin de semaine dernière. Gros gala de l'UFC, en fait, gros gala chez les poids lourds surtout. Victoire de Derek Lewis, un special Derek Lewis, on va le dire comme ça. Deux autres gros poids lourds qui se sont fait un nom également. Des combats spectaculaires. On va revenir sur ce qui s'est passé samedi. Mettre la table sur ce qui s'en vient cette fin de semaine. Une autre finale chez les poids lourds. Cyril Gane et contre Giardino Rosenstrike, un combat très important dans la division. Des nouvelles de Livio Mercier, Pat également. On connaît son prochain adversaire à Pro Fighters League. Mais d'abord, sans plus tarder, on commence en force avec un gars qui a très, très bien fait samedi, qui doit être très soulagé et très content aujourd'hui. Le Québécois Eman Zabi est avec nous. Salut Eman! Salut, ça va bien? Ça va très bien, merci. Toi, j'imagine que ça va très bien aussi parce que tu étais en action ce samedi, premier combat en presque 2 ans. Fallait que tu mettes fin à une séquence de 2 défaites à l'UFC et tu as fait ça avec brio. Gros KO contre ton adversaire Draco Rodriguez. Donc, ce samedi, du côté de Las Vegas, c'est un rêve. Là. J'imagine que tu n'avais même pas rêvé à un scénario comme ça, Eman. Ouais, depuis que j'ai signé avec l'UFC, je voulais toujours finir un adversaire. Je voulais tellement avoir le bonus. Mais j'ai toujours essayé trop fort pour le faire. Et c'est ce combat-là que je me suis dit que je veux juste gagner, puis je veux faire tout ce que j'ai besoin de faire pour gagner. Et je m'en fous des bonus, je m'en fous de tout. Je m'en fous de ce que tout le monde parle avant le combat. Juste aller là pour travailler, puis c'était ma meilleure performance. Et ça, tu me parles un peu de ta préparation parce que veux pas, la dernière fois que tu t'es battu, c'est là 2 ans. C'était ta deuxième défaite consécutive et c'était complètement dans un autre environnement. Il n'y avait pas de pandémie. Alors, comment tu t'es préparé mentalement pour arriver après 2 ans d'activité, mais surtout dans ce cadre assez spécial pour combattre à Las Vegas? Le camp d'entraînement, c'était spécial parce que, on n'avait pas vraiment le droit de s'entraîner ensemble. Donc, je ne vais pas donner beaucoup de détails de comment on s'est entraîné ou whatever, mais j'ai fait beaucoup d'entraînement dehors, OK? Puis je me sentais comme Rocky quand il est allé se battre contre Drago en russe. Puis je courais à l'extérieur, je faisais des poids à l'extérieur, j'ai amené du équipement du TriStar pour m'entraîner dans mon parking. Moi, j'habite dans un unit de condo, le Sixplex, là. Puis, je sais pas si mes voisins pensent que je suis fou dehors, m'entraîner quand il neige. Je m'en fous, je voulais tellement gagner ce combat. Même si c'est moins 20 dehors, j'étais là en train de m'entraîner. Puis, le mental, j'avais lu un livre pour ce combat-là, ça s'appelle en anglais The Tools. Et j'ai pris un mantra de là. Ils m'ont appris à dire I love the pain will set me free. I love the pain will set me free. Et je me suis dit ça depuis mars dernier. Puis ça m'a vraiment aidé à rentrer dans le combat avec du confiance. Tu parles de Jim, là. Je te demanderai pas de rentrer dans les détails, mais juste te dire que Pat Côté comprend ce que tu vis parce que lui, il est propriétaire d'un gym puis il sait comment ça se passe. On en parle souvent, là, c'est vraiment. Non, mais puis on fait des farces, c'est vraiment pas facile, puis il faut se débrouiller en étant le plus sécuritaire possible. Donc, non, c'est une période vraiment, vraiment difficile pour les athlètes, les propriétaires de gym et tout ça. On n'a pas besoin de vous faire un dessin à la maison. 50 000 Eman. Bon, ce KO au premier round contre Draco Rodriguez, grosse main droite, combinaison 1-2, t'es rentré avec le jab, t'as fini ça avec sa grosse main droite directement sur le menton, un coup de poing, c'était terminé. Ça t'a valu 50 000 comme on dit en bon québécois, life-changing là, quand même, ce bonus de performance au niveau monétaire. Non, c'est vrai. Je suis content parce que j'avais pas dit à mon frère, mais 10 jours avant le combat, j'avais acheté une maison. Puis on n'avait pas encore payé. Puis j'avais vraiment besoin d'avoir une victoire, tu sais, mais le bonus, ça aide beaucoup plus. Donc, quand après le combat, je dis à mon frère, hey, j'ai acheté une maison, ça fait 10 jours. Il dit, quoi? T'as acheté une maison avant le combat? Je dis, ouais. Il me dit que je suis fou. But, tu sais, la vie, ça passe, ça continue. J'ai 2 enfants, puis ils grandissent. Puis
le condo, ça devient un peu plus petit, là. Puis avec le pandémie, on ne peut pas les amener jouer au Banana Zoo, puis des affaires comme ça. Donc, je vais avoir un cours, je vais avoir des affaires chez nous pour jouer avec eux. Hey man, j'aimerais que tu me parles d'un autre aspect. J'en ai parlé souvent lors de tes combats et je me demandais, je t'avais jamais posé la question et là, tu es avec nous, je vais te la poser. Est-ce que le fait d'avoir ce nom de famille-là, Zahabi, t'a mis plus de pression quand tu es rentré dans l'UFC? Parce que tu avais le nom de famille, mais personne ne connaissait ton prénom vraiment. Là, samedi passé, tu t'es fait vraiment un prénom. Là, tout le monde connaît Ayman Zahabi et non pas juste le frère de Firas. Est-ce que ça t'a mis plus la pression de transporter ce nom de famille-là? Oui et non, parce que il y a beaucoup de bénéfices avec ce nom, mais il y a aussi beaucoup de choses beaucoup de pression, comme tu dis. Et tout le monde pense que je vais gagner par un cartwheel, backflip, sidekick à la face, je sais pas quoi, tu sais, tous mes combats. Donc, ça, c'est le premier combat que tout le monde pensait que allais perdre. Donc, c'était mieux comme ça pour moi, pour la préparation, parce qu'il y avait moins de pression des journalistes. Tout le monde pensait que j'allais perdre. Donc, il y avait moins de pression comme ça. Mais mon frère, lui, il ne met jamais la pression sur moi. La pression ne vient jamais de lui direct, mais ça vient du média, d'habitude. Mais je suis vraiment content que maintenant, le monde connaît comment je suis bon. Parce que mes autres performances, j'ai vraiment pas montré tous mes outils à ma plus haut niveau que je peux les faire dans le gym, tu sais. Comme Georges m'a appelé après le combat, puis il m'a dit une chose que j'ai pensé que c'était très beau. Il me dit, imagine, tu as $1 million dans ton compte de banque, mais tu n'as pas de carte de débit pour avoir accès. La carte de débit, c'est ta confiance. Mais maintenant, avec ce KO, moi, j'ai eu ma confiance. Donc, j'ai accès maintenant à tous mes outils pour le prochain combat. J'ai hâte de retourner à la cage. Mais là, tu as accès à 50 000, c'est déjà pas super. Ouais, ça aide. Le reste s'en vient bientôt. Non, mais parce que c'est vraiment, vraiment intéressant ce que tu dis, parce que moi-même, je l'ai entendu en couvrant le sport depuis plusieurs années au Québec, puis en posant des questions à d'autres combattants. Tout le monde qui s'entraîne au TriStar disait le meilleur dans le gym, c'est Ayman Zahabi. Vous allez voir, quand il va finalement signer à l'UFC, Georges nous l'avait dit en entrevue, il avait dit le prochain espoir, c'est Ayman. Il a tellement de talent, il a tellement d'outils, c'est comme une éponge, il absorbe tout, il est capable de mettre ça en pratique, il est impressionnant dans le gym, tout ça. Donc, veut pas, ça a mis une certaine pression, une certaine attente. Puis comme tu dis, même ça met une pression. Georges, il dit à tout le monde. C'est ça. Mais donc, comment est-ce que tu en étais conscient de ça, que tu réussissais pas à, une fois dans l'octogone, faire ce que tu étais capable de faire dans le gym? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que c'est vrai, dans le fond? Est-ce que c'est ça qui se passait? Oui, c'est ça qui se passait, puis ça me tuait à l'intérieur. C'est pour ça, avec même mon combat avec Ramos, je pensais, OK, c'est mon premier combat aux États-Unis, puis Georges, il se bat dans le final. C'est ça l'histoire. Georges, il va prendre sa retraite, puis là, il va me lancer comme au public, tu sais. Mais c'est mon erreur que je veux tellement impressionner le monde. J'ai mis ça tellement en priorité plus que gagner, que j'ai fait une grave erreur dans le 3e round. Parce que lui, Ramos, il ne m'avait pas fait mal du tout avant le KO. Donc, je pensais, OK, je m'en fous s'il me frappe, je rentre là pour le faire KO, puis je vais le forcer. Puis en le forçant, je m'ai fait endormir. Puis j'ai lu une très belle leçon après ça. Puis le prochain combat avec Vince Morales, j'ai fait l'inverse. J'ai dit, OK, je vais juste gagner, mais sans trop faire rien de dangereux. Prends pas de risques. Puis après ça, je vais prendre des risques. Puis j'ai appris une autre leçon. J'étais allé trop vers la gauche. Une fois trop vers la droite, une fois trop vers la gauche. Puis dans ce combat-là, je pense que j'ai trouvé le milieu. Oui, il faut dire que Ramos avait fait toute une technique là, avec le coup de coude renversé. C'était dur à prévoir, ça, ce genre de coup-là. J'aimerais que tu me parles, ton adversaire a manqué le pesée de 4,5 livres. C'est frustrant pour un athlète qui se force pour faire le poids. Je parle justement de toi. Mais au bout de la ligne, ça a quand même bien viré pour toi. J'aimerais ça que tu m'expliques qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi finalement qu'il a manqué le poids. Pas juste le 30% qui vient dans tes poches de sa bourse, mais il y a d'autres choses de bien qui est arrivé à cause de ça. Oui, bien sûr, parce que, tu sais, moi, j'étais comme le 6e à se faire peser. Puis lui, comme je pensais, était le 9e ou 10e. On était assis, puis moi, puis Ferras, on veut entendre son poids, tu sais.
puis on entend 140,5. Firas, il se lève, il se va tout de suite pour parler à la commission, qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi la procédure, parce que nous, ce qu'on aurait demandé, c'est qu'il essaie de le faire jusqu'à 11 heures. Il a jusqu'à 11 heures de faire la pesée. Donc, même s'il part un autre 2 livres, mais il ne vient pas à 136, il est à 138, j'aimerais mieux ça, moi. Tu sais, s'ils vont juste en faire 30%, il faut qu'ils souffrent au moins un peu comme moi, le plus possible comme moi. Donc, la commission, ils ont dit, OK, il faut attendre, Sean Shelby, il n'est pas venu encore. Donc, c'est OK, on l'attend. Il est venu, puis il nous dit, écoute, le gars, il a déjà commencé à boire. Il a commencé à se réhydrater. Il a dit que son corps il avait arrêté de fonctionner. Il ne pouvait plus couper le poids. On ne veut pas le renvoyer. Je dis, OK. Il me dit, écoute, je vais t'offrir 30%, mais il fait juste 10 000 plus 10 000. Donc, c'est pas grand-chose. Donc, t'as combien de combats? Il te reste combien de combats dans ton contrat? Je dis, mais il en reste une. Il dit, combien tu fais d'argent? Je dis, 12 000 plus 12 000. Il me dit, OK, il m'a offert quelque chose. Il dit, ben écoute, t'as pas obligé de faire le combat. T'as pas besoin de dire oui. Mais si tu dis oui, je t'offre ça. Je dis, OK, on le prend. Donc, un nouveau contrat. Ouais. 4 combats, Good. là, j'ai m'en reste 3. Super. Donc, ouais, puis c'est une incroyable histoire, puis ça nous amène dans les coulisses un petit peu de comment ça fonctionne, non seulement la pesée, mais aussi les négociations avec l'UFC. Donc, tu leur as rendu service, entre guillemets, ils t'ont récompensé aussi. Ouais. Parce que tu ne devais pas t'attendre à négocier un nouveau contrat avant ta performance. Là, toi, tu devais rentrer là en disant, je viens de subir 2 défaites, c'est mon dernier combat sur mon contrat. Rentrer là avec le couteau entre les dents, puis c'est mon combat de la dernière chance, entre guillemets, ou presque. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je suis dans un coin parce que ça fait 2 ans que je n'ai pas de combat, j'ai 2 enfants. Je veux faire de l'argent moi aussi. Mais 4,5 livres, c'est beaucoup. Et quand Sean est venu et il m'a demandé si je veux faire le combat, j'ai dit, écoute, c'est pas 1 ou 2 livres. 1 ou 2 livres, j'aurais dit oui sans penser pour 30%. OK, no problem. Peut-être quelque chose est arrivé. Ça peut arriver à moi une journée que je ne fais pas le poids par 1 livre. Je pense que c'est acceptable. Ça va arriver au monde. Mais 4,5 livres, je ne sais pas s'il a fait ça par exprès ou il voulait avoir un avantage. J'étais content qu'ils m'ont fait quelque chose un nouveau contrat avec plus d'argent. Et dans le fond, j'ai gagné un autre 50 000. Donc, si tout a bien été, faudrait maintenant, je dis merci à Draco parce qu'il a changé ma vie. C'est pratiquement ça. Super victoire, tu reviens sur le chemin de la victoire, ça c'est très bien. En entrevue, tu as mentionné que tu devrais peut-être te rebattre dans 3 mois. C'est ça que tu as encore ton plan après que la poussière soit retombée. Là, tu viens d'acheter une nouvelle maison. Je ne sais pas quand tu vas déménager, mais là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie présentement, prochainement. Donc, c'est-tu encore dans ta tête, ça, dans les 3 prochains mois, je pense que pour l'entraînement? Oui, parce que mon frère, il veut toujours ajouter quelque chose ou il veut toujours enlever quelque chose avant le prochain combat. Parce que là, tu sais, c'était pas long le combat, c'est juste 3 minutes. Mais c'est sûr que le prochain gars que je veux battre contre, il va regarder ce combat-là puis il veut trouver des trous dans mon game. Même si comme j'ai joué un jeu un peu spécifique pour le striking pour Draco parce qu'il était plus un boxeur, j'avais moins de chances qu'il me lance un high kick à la face ou un gros flying knee ou quelque chose comme ça. Donc, j'étais plus un peu défensif boxing. Donc, on veut changer des choses avant que je prenne le prochain combat. Puis aussi, on veut regarder le tape sur les autres personnes dans mon poids de catégorie pour voir qui on veut choisir aussi. Parce que là, j'ai gagné. Là, peut-être, je vais avoir une chance de demander à Sean qui je veux me battre contre. Est-ce que tu as déjà un nom en tête? Ou? Non, pas vraiment, parce que depuis ce combat-là, tout le monde m'appelle, tu sais, j'ai des textos. Puis là, je sais pas si vous avez vu avec Ariel. Prends le temps de savourer. Ouais, puis tout le monde pense que moi et Ariel, on est des frères, là. Donc, on fait des blagues sur Instagram, puis c'est tellement drôle. Puis j'essaie de passer des idées très drôles comme ça. Ah non, c'est bon, effectivement. Ariel, c'est vrai que vous vous ressemblez. Là, moi aussi, j'ai eu le même... J'avais jamais comme vraiment réalisé. Ariel a posté quelque chose durant ton walkout, ta sortie vers le ring. Il a dit, ce gars-là est vraiment good looking, ce gars-là est vraiment beau en passant. C'est vrai qu'il se ressemble, on dirait. Là, c'est drôle. J'ai demandé qu'il met sur son... Ouais, sur son show, c'est ça? Le combat qu'il met sur son show, mais ça fait, tu sais, depuis 2017, je suis avec l'UFC, il ne m'a jamais invité, puis je suis un pro de Montréal depuis 2012, il ne m'a jamais invité.
Mais là, je vais faire un nouveau challenge sur votre podcast pour lui. Là. Dis-lui, là, je vais jouer un jeu de basket contre lui. S'il ne veut pas faire un combat exhibition, on va faire un petit one-on-one premier à 21 points. Même DC pour être le referee. Même DC pour faire ça. C'est bon. Ouais, je vais y envoyer un texte avec ça. Ouais, c'est ça. On garde l'extrait, on y envoie. Il parle français de toute façon, donc il va comprendre ton défi. Il n'y a pas de problème. Ouais, c'est sûr, c'est ça. Donc, je vais peut-être revenir. Il nous reste pas beaucoup de temps, mais je veux revenir sur ce qui s'est passé vraiment dans l'octogone. Là, je le disais, la grosse main droite, Eman, qui a passé vraiment le KO à Rodriguez. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais travaillé, le striking? Je sais que tu es excellent au niveau du jiu-jitsu, tu es excellent en grappling, c'est une des forces du TriStar, justement. Est-ce que vous aviez travaillé le combat debout? Parce que oui, tu étais patient, oui, tu étais, je dirais pas passif, mais tu choisissais tes moments et ta contre-attaque, ton timing, ton synchronisme était à point. Là. Ouais. Ce 1-2 que j'ai fait, c'était spécifique pour lui. Parce qu'il y avait beaucoup de vidéos de ces combats, mais dans les vidéos qu'on avait vues, on avait vu que sa main gauche est basse pour un boxeur. Comme il la gardait pas à sa mâchoire, il gardait en dessous. Donc, mon frère voulait vraiment que je rentre avec une main droite par-dessus sa main gauche. Puis, si tu vois dans le clip que Dana White avait sorti dans mon warm-up, je frappe Neil avec un 1-2 quand il a lancé un de ses coups. Puis on a vraiment fait ce 1-2, 1-2, 1-2, 1-2 spécifiquement pour Draco. Comme, c'est pas quelque chose que j'avais pratiqué exact pour d'autres combats, mais pour ce combat-là, on pensait vraiment que ça pouvait rentrer. Mais jamais j'ai pensé que ça serait un coup KO complètement. Parce que si tu regardes ses combats, il s'est fait frapper par des genoux carrément d'en face. Il a commencé à rentrer quand même. C'était un Terminator, tu sais. Rien lui arrêtait. Des kicks, des punches, tout le fonçait, puis il venait, faut le tuer, là. Donc, mon frère m'a préparé, OK, on va falloir rentrer avec le 1-2, mais éventuellement, on voulait l'utiliser pour avoir un takedown, puis le battre au sol. Mais tant mieux, il s'est passé KO. Absolument. Ouais, parce que t'es pas reconnu pour ta puissance, puis là, peut-être que tu vas l'être un petit peu plus, mais c'est la preuve qu'un coup bien appliqué, au bon moment, au bon endroit, avec la technique, tu sais, c'est ça, ça peut. C'est pas obligé d'être le plus gros des poids lourds pour passer un KO. Là. Juste la bonne technique, la bonne vitesse, le bon transfert de poids, ça fonctionne très bien aussi. Oui, non, c'est sûr. Puis je suis content que ça s'est passé, mais j'étais prêt pour aller 15 minutes parce que je sais que lui était quelqu'un de très durable. Ben, en tout cas, tu as prouvé qu'il n'était pas tant que ça finalement, ou en tout cas, tu as peut-être plus de force que tu pensais, que les gens pensaient. Bref, c'était une performance extraordinaire. Les gens qui ont regardé ça à RDS, bien sûr, ont été très contents. Les médias sociaux ici au Québec ont été enflammés aussi par la suite. Oh, nice. Je pense que ça ne peut pas arriver à un meilleur gars parce que l'effort que tu mets de manger, ça a été dur. C'est pas de combat pendant 2 ans. Tu as eu la COVID en plus aussi. Oui, j'ai eu la COVID la semaine du combat. Puis je m'ai juste fait checker parce qu'il faut faire un check avant de prendre l'avion. Puis Caroline, tu sais, de UFC Canada, m'a appelé et m'a dit, tu sais, tu l'as fait samedi, mais écoute, si tu passes positif là-bas, tu restes 2 semaines dans ton chambre d'hôtel, puis on ne paye pas ton nourriture, puis blablabla, tu sais, on paye juste l'hôtel. Je dis, OK, il me dit, passe encore un autre test lundi. Je dis, OK, mais je me sens bien, je me sens 100%. Elle me dit, prends un autre test lundi. Je te dis, ce serait une meilleure chose. Je dis, OK, je prends le test lundi, bam, positif. J'étais choqué. Comment a été ça a été correct, la santé? Tu n'as pas eu trop de difficultés? Pour moi, c'était pas si pire. J'avais juste un nez bloqué puis un petit tout. Mais une couple d'autres gars, je n'aimerais pas de nom, c'était plus pire pour eux. Ouais. Ben, c'est inégal, hein, à peu près pour tout le monde. Donc, bref, tu es passé par toute la gamme des émotions, les épreuves, pas de combat pendant 2 ans, difficile. Parce que ta carrière t'en semblait vraiment être sur le neutre. Là, on va te souhaiter qu'elle soit bien repartie, que le train soit reparti rapidement en plus. Puis on est content aussi, on en a parlé, de voir le Eman Zaidi avec tous ses outils puis qu'il va vraiment pouvoir se faire valoir dans l'octogone. Donc, la meilleure des chances pour la suite, Eman, et vraiment, on va espérer que ce soit un beau tremplin pour toi. Oui, merci beaucoup et merci à tout le monde pour le soutien. Good, Eman Zaidi, merci énormément d'avoir pris ces quelques minutes. Très hâte de te revoir, puis on va suivre bien sûr ce qui va se passer au cours des prochaines semaines. On poursuit bien sûr avec Pat. Merci à Eman, vraiment. Et puis
je fais mon licheux, là, mais c'est un gars tellement sympathique. Je l'ai découvert en Ben, couvrant les sports et ouais. tout ça, puis toujours très disponible et tout ça. Je lui ai demandé s'il voulait venir au podcast, il n'a pas hésité. Il est là avec plaisir, donc c'est le Ouais. fun là, de jaser Et avec lui. Là. moi, ce que j'aime dans son discours aussi, c'est qu'il parle beaucoup de la préparation. Et là, on voit de plus en plus, j'en ai parlé souvent, et là, de plus en plus, on voit, même si tu es tout ça dans l'octogone, c'est un sport d'équipe. Il y a une préparation qui est faite avec tes entraîneurs. Il y a des visuels qui est fait avec les vidéos de tes adversaires. On établit une stratégie, tout le monde ensemble, pour être capable d'aller chercher cette victoire-là. Ce coup de poing-là a été préparé, comme il l'a mentionné, a été préparé à cause que ses entraîneurs ont vu une faille dans le jeu de Draco qui, avec la main gauche, était trop basse. Donc, ça a été préparé, ça a été des drills et des drills jusqu'à temps que ça devienne naturel dans le combat, parce que dans le combat, ça va 10 fois plus vite, il ne faut plus que tu penses. Donc ça, encore une fois, c'est une belle preuve que même si tu es tout seul dans l'octogone, tu ne peux pas devenir bon en frappant sur un sac de sable dans ton sous-sol. Il faut que tu aies une équipe qui te prépare, il faut que tu aies des partenaires d'entraînement, tu aies des entraîneurs qui aient une vision du plan de match, puis une vision de la victoire pour aller la chercher. C'est comme ça qu'il nous l'a expliqué. Oui, effectivement. Puis toute cette incursion aussi dans les coulisses et tout, là, ultra intéressant. Puis tu parlais de coup de poing qui a été préparé, ça nous amène à notre prochain sujet, parce que, à écouter Derek Lewis, il avait également préparé cet uppercut-là. Il attendait un petit peu que Curtis Blade tente une amenée au sol. Et puis, c'est ce qui est arrivé, l'uppercut qui a terrassé Curtis Blade, qui dominait ce combat-là, là, et totalement à part de ça. Derek Lewis était complètement sur le neutre. Il n'y a rien qui fonctionnait au premier round. Et je le disais d'entrée de jeu, un Derek Lewis special, là, ça a juste pris un coup de poing, puis le Black Beast sort victorieux. Au premier round, là, Lewis, là, il swingait pour tuer. Là. C'est tout ce qu'il voulait faire. Là. Il perdait l'équilibre en donnant des coups. Là. C'était pas chic. Là. Mais c'était du Derek Lewis. Là. Il essayait juste d'y arracher la tête. Puis Blade était trop rapide, il était trop technique, in and out. Mais il jouait un jeu dangereux. Il restait debout avec Lewis. Il a tenté un amené au sol qui n'a pas marché, mais c'était pas très concluant comme tentative. Moi, je trouvais que c'était un jeu dangereux, mais il avait gagné le premier round, puis Lewis semblait être, comme tu disais, complètement vraiment au neutre. Il n'avait pas l'air d'être entré dans le combat ben. Puis au deuxième round, la manière ce qui est arrivé, c'est sûr que quand tu te bats contre un lutteur comme ça, qui aime aller chercher le double jambe, tu vas essayer de le timer, là, d'y aller avec un synchronisme, avec un uppercut ou un coup de genou, ou peu importe, si tu ne veux pas y aller avec un sprawl. Donc, c'est ça, c'est sûr qu'on a pratiqué ça. Moi, ce que je trouve dommage pour Curtis Blade, c'est que je pense qu'il s'est brûlé lui-même dans ce combat-là. Et quand il a voulu rentrer, aller chercher le double jambe, d'un, il était trop loin, de deux, ça te fait ben trop lent. Puis, il n'a pas utilisé ses forces. Son coffre à outils était beaucoup plus garni que celui-là de Derek Lewis, mais il a pris le même marteau que Derek Lewis, puis on s'est battu à coup de marteau. Il aurait pu avoir utilisé plein d'autres outils, mais il les a laissés de côté, puis il en a payé le prix au bout de la ligne. Parce que bon, tu as parlé de sa tentative d'amener au sol, puis on en parlait la semaine passée lorsqu'on mettait la table pour le combat. Je me demandais s'il allait tenter de lutter avec Derek Lewis. Ça me semblait être une stratégie logique, là, tu sais. Et sa tentative d'amener au sol au premier round, très peu concluante. Et puis, c'était mou, là, un petit peu aussi au deuxième round, qui a mené à sa perte, en fait. Là, puis tu l'as bien expliqué durant le combat. C'est qu'il n'avait pas ses mains en avant, il n'a pas préparé ça avec un coup. C'est comme s'il s'était juste un petit peu lancé vers l'avant, sans se protéger, sans essayer de prendre Derek Lewis par surprise, puis il en a payé le prix, là, en plus. Là. Alors, honnêtement, je ne sais pas, mais je sais pas, j'y ai pas parlé, là, mais je ne sais pas s'il n'a pas sous-estimé Derek Lewis. Honnêtement, puis surtout, peut-être avant de le sous-estimer, puis rendu au deuxième round, il avait tellement dominé dans le jeu, dans le monde de Derek Lewis, qu'il a continué, puis là, Mané a voulu se surprendre pour aller chercher les jambes, mais même s'il avait été capable d'aller chercher les jambes, je ne suis pas sûr qu'il aurait été capable de l'amener au sol parce que c'était pas très explosif. Là. Je pense que c'était juste une stratégie pour faire baisser les mains. Donc, écoute, encore une fois, c'est une preuve que la stratégie, le plan de match dans un combat est extrêmement important. Et dans celui-là, le plan de match, à mon avis, de Curtis Blade n'était pas à point. On est allé, à place d'aller dans les faiblesses de son adversaire, on est resté dans sa force. Et on s'entend que Derek Lewis, c'est un combattant assez unidimensionnel quand même. Puis on est resté où ce qui était le plus fort. Puis il y a tellement d'autres faiblesses qu'on n'a pas capitalisé contre, puis on s'est brûlé. C'est ça la vérité.
Ouais, puis ultimement, c'est une très dure défaite pour Curtis Blades, qui était Ah classé deuxième chez les lourds. En contrepartie, une très grosse victoire pour Derek Lewis, qui était classé quatrième et qui a maintenant 4 victoires consécutives. Donc, Curtis Blades, à court terme, pour dire adieu à son combat de championnat potentiel. Et là, Derek Lewis, lui, était à une victoire justement d'en avoir un. Ça va continuer à jouer dans les prochaines semaines. ouais. Mais tu sais, je te dis ça comme ça. Là, si Rosenstrike gagne cette fin de semaine, il est classé troisième. S'il gagne contre Gann, tu n'as à peu près pas le choix de faire un Rosenstrike contre Lewis, qui après ça va affronter le gagnant de John Jones et le gagnant de Ngannou Miocic, C'est qui va ça, arriver là. dans les prochaines semaines. Ça commence à être loin, là, je comprends, mais Il commence à on avoir le du voit un petit trafic, peu là. dessiner. Là. Ouais. Il commence à avoir du trafic là, pour le combat de championnat du monde des poids lourds. Les poids lourds ont été, je te dirais, pendant au moins 4-5 ans, une division qui était correct. T'sais, pas une division que c'était le fun parce que les gros bonhommes, ça vend tout le temps. Des gros gars qui soignent et qui passent des KO, c'est tout le temps vendeur. Mais est-ce qu'elle était intéressante, cette division de poids-là, dans les 5 dernières années? Pas tant que ça. Il y avait Cormier qui était là, qui avait un peu plus de personnalité, mais à part ça, c'est beaucoup des combattants qui sont en fin de carrière, qui sont plus âgés. Là, c'est différent. On va en parler tantôt, les Thomas Pinot, puis des affaires comme ça, des Doghouse qui arrivent, la nouvelle génération des poids lourds qui sont en shape, qui sont complets, qui sont légers sur le jambes, qui sont capables de terminer le combat partout, des Cyril Gann de ce monde, des choses comme ça. Là, c'est le fun. Mais là, il commence à avoir du trafic. Là, il y a John Jones en plus qui arrive chez les poids lourds. Là, la division des poids lourds est vraiment, vraiment le fun à parler. Parlons-en, Chris Daukaus, cette fin de semaine, qui a battu Alexei Oleinik par KO technique au premier round, et Thomas Pinol, qui a battu lui Andrei Arlovski par soumission au deuxième round. C'est deux nouveaux venus dans la division qui, les deux, sont sur toute une séquence, puis ont prouvé que les deux vétérans, là, Oleinik et Arlovski, étaient dépassés. Là, donc, place à la nouvelle garde. Je ne sais pas par lequel tu veux commencer. Daukaus peut-être contre Oleinik, parce qu'Oleinik était quand même classé encore 10e. Là, on l'oublie. Ouais, On l'oublie, puis là, c'est Daukaus qui va faire son entrée dans le top 15 et ça sera mérité. Là. Classé 10e, Oleinik, mais à son 75e combat en carrière. À un moment donné, là, le temps va le rattraper aussi. Il est plus jeune. Son premier combat, il l'a fait en 1996. J'avais 16 ans quand il a fait son premier combat dans martial mix professionnel. Ça n'a aucun bon sens. Là. C'est sûr que ce gars-là, il s'en va pas au temple de renommée, là, mais il reste que c'est quand même une légende. Là. Le gars, je pense, il a plus de 40 victoires par soumission, donc 12 Ézéchiel. En art martial mix, sans kimono, sans gi, là, c'est pratiquement, quasiment impossible de passer ça, surtout avec des gros gants. Mais lui, c'était sa spécialité. On l'a vu au niveau du combat debout, pas le pantoute, dans les arts martiaux mix d'aujourd'hui. Il a essayé de l'agripper, de l'amener au sol. C'est plus facile pour lui lorsqu'on va au sol, ça va beaucoup moins vite. Il est capable de s'installer. C'est un gars qui est ultra fort physiquement. Mais s'il n'est pas capable d'amener le combat au sol, c'est plate, le combat commence debout. Il faut qu'il travaille pour l'amener à terre. Il a essayé lui-même de se pitcher au sol, de se lancer au sol pour que Daukaus le suive. Daukaus, c'est pas stupide. Il est resté debout. On a vu que debout, c'était assez ordinaire. Une autre chose qui a été ordinaire là-dedans, c'est le travail de l'arbitre. À un moment donné, attends pas que le gars perde la tête. Même, on a vu là, qu'Oleinik a regardé l'arbitre, a donné, il a dit là, tu l'arrêtes-tu de combat ou pas? Là, il cherchait de l'aide. On l'a vu clairement regarder un deal, puis il avait. Et là, tu vas t'arrêter à un moment donné. Ouais, Un barrage de coups, sans arrêt. Ouais, ça n'a pas été une bonne soirée pour deux arbitres. Là, puis, dire ce combat-là a été. Oleinik a mangé au moins 10 coups de trop dans ce combat-là. Que je te laisse faire ta montée de lait sur les arbitres, justement. Parce que là, je pense que ça, c'était le pire, là, l'arrêt tardif de Oleinik. Il y a eu quelques arrêts hâtifs aussi. Ceux-là me dérangeaient moins. Celui de Landwehr, c'est vrai. En tout cas, lui, il était frustré. Là. Mais je veux dire, je pense que c'est surtout que c'est tellement inégal d'un arbitre à l'autre, d'un samedi à l'autre. Les combattants ne savent plus trop sur quel pied danser au niveau des arrêts tardifs, hâtifs. On ne sait plus. C'est ça le problème, en fait. Ouais.
Absolument. Puis ceux qui nous écoutent, là, puis qui nous regardent sur le RDS, puis qui nous parlent sur le UFC, hashtag UFC RDS sur Twitter, on a reçu beaucoup de questions là-dessus. Puis je veux mettre encore quelque chose au clair. J'essaie de le dire à toutes les fois qu'on fait un événement, de répondre au monde sur Twitter. L'UFC n'engage pas les arbitres. L'UFC n'engage pas les juges. Il y a l'UFC et il y a la commission athlétique. Les deux ne travaillent pas ensemble. C'est deux choses complètement différentes, l'organisation et la commission athlétique. La commission athlétique décide qui va arbitrer quel combat, qui va juger quel combat, ils décident qui vont travailler cette soirée-là. L'UFC n'a pas de contrôle là-dessus. Là, le monde, il dit, ouais, mais ça donne quand même une mauvaise image à l'organisation. Là-dessus, tu as un point. Mais même si Dana White pète un plomb après un arbitre et il dit, je ne veux plus l'avoir jamais dans un de mes galas, ça n'arrivera pas. Peu importe le pouvoir qu'il a, ça n'arrivera pas. Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais Steve Mazzagatti et Mario Yamazaki, c'est arrivé. Oui, mais c'est parce qu'eux autres, ils ont vraiment fait des tâches ailleurs aussi, pas juste dans l'UFC. Et la commission athlétique a décidé de leur donner un break à un moment donné. Le problème, je pense, honnêtement, pour les arbitres et pour les juges, c'est un manque d'éducation. On regarde de plus en plus le background des arbitres avant de leur donner une licence d'arbitre, s'ils ont un background d'arts martiaux, des choses comme ça. Mais vraiment, l'éducation, des formations, surtout pour les juges, des formations de combat d'arts martiaux mixtes. C'est quoi les prises? Comment tu fais pour t'en défendre? Qu'est-ce qui est plus important? Une tentative de soumission ou une défensive contre une soumission? Est-ce que si le gars est au sol, il est actif, mais il ne met jamais l'autre en danger, est-ce que c'est lui qui devrait avoir le point? Mais à cause qu'il est actif, mais il ne l'a jamais mis en danger, fait que c'est l'autre qui est sur le dessus. C'est toutes ces notions-là que les juges devraient savoir sur le bout de leurs doigts et non pas y aller juste au feeling. Au feeling, il est en dessous. Vu qu'il est en dessous, là, l'autre, il domine. Fait que c'est lui qui part le combat. Mais si l'autre est en dessous puis c'est juste lui qui fait juste attaquer, ben, c'est lui qui est en dessous qui serait supposé gagner le round. Je trouve que c'est ça qui est un gros manque présentement dans ce sport-là, c'est l'éducation envers le sport des juges. Parce qu'il y a eu la demi-finale, c'était Ketlen Vieira contre Yana Kunitskaya, la Russe qui a gagné. En fait, là, c'est les 3 juges en fait, qui ont donné la victoire à Vieira, alors que, elle a subi beaucoup plus de dommages. Elle a été contrôlée plus longtemps aussi, au niveau du contrôle de position et tout. Mais là, quand c'est 3 juges, je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que je viens de dire, mais je pense que je vous ai écouté, puis après le combat, vous étiez surpris que Kunitskaya gagne. C'est peut-être pas le vol du siècle. Mais de voir que 3 juges ont vu la même chose, puis que la communauté des arts martiaux mixtes, ceux qui suivent ça de semaine en semaine, les médias et les analystes comme toi, vous n'êtes pas d'accord, et la grande majorité des gens ne sont pas d'accord, ça prouve aussi qu'il y a un problème. Mais là, c'est pas juste un juge dissident, c'est les 3 là, qui ont rendu les mêmes scores. Là. Et surtout, après, on peut avoir accès aux cartes des juges aussi. Sur Twitter, ça sort. Et dans ce combat-là, les 3 juges n'avaient même pas la même carte. Donc, à un moment donné, ils sont arrivés au même score final, mais c'est vrai que les rounds étaient différents, les rounds qu'on en a gagnés à une et à l'autre. Là, à un moment donné, le premier round n'était pas serré pantoute. C'est Vieira qui a passé complètement sur le dessus. Elle a dominé complètement, puis il y a un juge qui a donné le round à Kunitskaya. Je ne comprends pas ça. Encore une fois, c'est un manque d'éducation. J'en reviens là-dessus. C'est un manque de je sais pas, il faut les prendre par la main à un moment donné puis lui montrer c'est quoi ce sport-là, puis c'est quoi la variation des points, dépendamment des techniques que tu vas faire dans le combat. Oui, en tout cas, puis ça revient souvent comme sujet au podcast. C'est souvent la même poignée de juges, là, donc on semblerait, puis là, beaucoup de galas se passent aussi à Las Vegas, donc c'est sûr que le bassin de juges du Nevada il est en ce qu'il est, ça peut. Il n'y en a pas des milliers non plus. Là. Je ne vais pas me faire d'amis là, en disant ça, mais la commission athlétique, là, c'est tous des amis. C'est tous des amis qui sont là-dedans. C'est tout du monde qui vont se backer. C'est tout du monde qui. C'est des chummy. Fait que, il y en a qui nous disent ouais, pourquoi la commission athlétique ne fait rien? Ben, parce que c'est ça. C'est tous sont tous des body. Ils se protègent entre eux autres. Et c'est comme ça marche. C'est plate, mais c'est ça. Oui, on le sait. C'est peut-être moins flagrant aujourd'hui, mais le monde de la boxe, à une certaine époque,
C'est pas c'est pas le monde le plus clean, effectivement. Et puis pour gravir ces échelons-là, c'est ça, c'est des nominations partisanes et tout. Donc, ça explique pas totalement. Puis tu sais, c'est Non, bien non, parce que mais les gens. Non, mais tu sais, c'est parce qu'on en parle, les gens chialent. On n'est pas le seul podcast dans Martial Mix qui en parle, là, je vous le confirme. Là. C'est un sujet qui revient souvent dans d'autres aussi. Puis avec ouais. la démocratisation des médias, puis il y a des sites spécialisés, tout ça, à un moment donné, ça finit par les rattraper. Puis comme tu dis, ben, quand ça fait assez de gaffe, ben, comme il y a Mario Yamakasi, entre autres, à un moment donné, ben, on tire la plug. Là, ça devient trop. Mais effectivement, ça en prend beaucoup avant d'atteindre le trop. C'est peut-être ça le problème. Pat, on va passer à ce qui s'en vient ce samedi. Juste avant qu'on parle du gala, c'est un autre combat chez les poids lourds, la finale. Cyril Gane, le Français, contre Jairzinho Rozenstruik du Suriname. J'ai parlé hier brièvement à Cyril Gane. On va aller écouter quelques-unes de un extrait de l'entrevue que j'ai fait avec lui hier. Lui, il va en être à sa première finale quand même, mais seulement à son 5e combat à l'UFC. Première finale. Je lui ai demandé si, selon lui, l'ascension était peut-être un peu trop rapide. En tout cas, elle est fulgurante, ça, c'est sûr. Justement, tellement c'est rapide que j'ai même pas eu le temps de rêver en fait. Je suis arrivé dans ce sport et tout de suite ça ta. Donc du coup, j'ai pas eu le temps d'avoir des rêves en tête parce que toutes les choses s'accomplissent déjà assez rapidement. Et donc, mais par contre, super fier tout de même. Est-ce que tu dirais même que ça va plus vite qu'anticipé? Trop vite? Oui. Trop vite, non, 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 non. Faut OK. pas non plus dire que ça va trop vite. Mais en tout cas, oui, ça a été plus vite que dans nos plans. C'est-à-dire qu'à la base, j'ai commencé le MMA donc il y a 3 ans. Hein. J'ai commencé le MMA il y a que 3 ans. Et je venais juste de uniquement 3 ans de Muay Thai. Donc, voilà. Dans le Muay Thai, c'était très vite. J'ai commencé le MMA avec Fernand. Tout de suite, on a trouvé un combat à TKO. Tout de suite, on a combattu pour la ceinture. Enfin, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Donc non, après dire que ça va trop vite, non, ça va. Hein. Est-ce que tu voudrais que ça bouge également en 2021? 2019, grosse année pour toi, super actif. L'année de l'éclosion, en fait, à l'UFC. 2020, bien sûr, un peu comme tout le monde. Tu as juste fait un combat et ça a été à la toute fin de l'année. Donc, est-ce que 2021, c'est quoi les plans et dans un monde idéal, combien de combats et tu serais rendu où là, en décembre 2021 dans les classements et tout? Décembre 2021, déjà après ce combat-là, si jamais on passe ce combat-là, je serais sur quelque chose, sur un palmarès plutôt sympa, plutôt attrayant pour l'UFC, dans le sens où je serais, je crois, le seul poids lourd undefeated de la division, tu vois. Hmm. Et puis on arriverait, du coup, on aurait passé un step dans le sens où Jairzinho, c'est quand même quelqu'un de solide, quelqu'un de jeune, qui est actif. Si jamais on le passe, ça nous positionnerait quand même dans une bonne position, peut-être même une position légitime pour le titre avant la fin de l'année. Ouais. La question officielle de 2020-2021, comment c'était l'entraînement au cours des derniers mois? Est-ce que les restrictions en France ont fait en sorte que c'était difficile de se préparer, que ce soit pour le combat contre Dos Santos ou celui-ci contre Rozenstruik? Non, ça va, parce que nous, on est vraiment dans un écosystème où justement, on fait tout justement pour pas qu'il y ait de désagréments, dans le sens où nous, on a des tests 2 à 3 fois par semaine, nous, même à Factory, on a installé ça, il y a des équipes qui viennent, on est vraiment bien Hmm. ficelé, puis c'est une salle privée, on peut y aller à n'importe quelle heure, on a les clés, donc dès que je vais aller faire mon sparring, etc., avec l'équipe, on se met d'accord sur l'horaire. Un Cyril Gane bien préparé ce samedi contre Jairzinho Rozenstruik, donc en confiance? Oui, 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 bah, comme toujours, on se sent bien, on s'est bien entraîné. Je pense que ça, c'est la base de la confiance. Et puis ensuite, comme je dis, on ne sait jamais ce qui se passera le jour J. Mais en tout cas, on se sent très, très bien. Excellent. Ben, Cyril, merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes. Toujours intéressant de parler à des combattants qui parlent également français, surtout des combattants comme toi qu'on a vu un petit peu grandir et auxquels on s'est attaché chez nous au Québec. Donc, il y a un petit peu du Québec là, lorsque tu montes dans l'octogone et dans une finale, encore plus. Hein. Mais c'est totalement vrai dans le sens où c'est le Québec qui m'a fait connaître et c'est là où j'ai commencé ma carrière de MMA. Donc, et puis j'ai passé des super moments, des moments inoubliables. On a vraiment pris soin de moi au Québec, que ce soit les fans ou l'organisation TKO. J'ai vraiment de très très bons souvenirs. Je suis fier de Cyril représenter aussi Gane, ce petit bout de Québec. excellent. Cyril Gane, la meilleure des chances pour le combat contre Merci beaucoup. Jairzinho Rozenstruik cette fin de semaine. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps. À bientôt. Merci à vous. Pat, c'est épeurant de penser que Cyril Gane est un bébé dans ce sport-là. Il le dit,
il a 3 ans d'arts martiaux mixtes derrière la cravate et 3 ans seulement de Muay Thai. Il est tellement bon, il semble tellement maîtriser son art que de penser qu'il a encore tellement de place à l'amélioration, les autres poids lourds de la division doivent s'en inquiéter, là. Absolument. Je parlais d'une nouvelle génération des poids lourds qui arrive. Eh bien, lui, il vient en tête de liste dans ma tête. Et 7 victoires, 6 avant la limite avec 3 KO et 3 soumissions. Donc, c'est un combattant qui est complet aussi. Peut-être qu'il lui manquait juste une confiance encore de surplus pour passer à un autre niveau. Et à son dernier combat, il a battu l'ancien champion du monde, Junior Dos Santos. Donc, ça, évidemment, pour la confiance, c'est excellent. Il va arriver dans ce combat-là face à Rosenstruck, un gros cogneur. Je pense que Gane a plus d'outils pour battre Rosenstruck. Il est très rapide, très léger sur ses jambes. Il va utiliser les angles aussi. Ça va être intéressant de voir encore une fois. Moi aussi, j'ai fait une entrevue avec lui pour UFC Canada, puis je parlais de la petite cage. Tu sais, des gros bonhommes, là. Je veux dire, il ne reste pas beaucoup de place pour bouger, puis lui, il aime ça bouger beaucoup. Mais il me rappelait aussi que son dernier combat face à Dos Santos, c'était justement dans la petite cage. Et lui, il préfère quasiment ça parce qu'il aime s'imposer physiquement. Il aime être devant son adversaire. Et Rosenstruck, c'est pas un gros poids lourd non plus. Donc, je vais donner l'avantage du gabarit à Cyril Gane. Et s'il est capable de lancer quelques coups de pied et peut-être aller chercher un amener au sol, il n'y a pas un mauvais jeu au sol, mais c'est sûr qu'il va falloir qu'il fasse attention au kickboxing de Rosenstruck. C'est ça, parce que là, on parle de Gane, on le vante, il est très, très bon. Jairzinho Rozenstruik est très bon aussi. Il a de la dynamite dans les mains. Sa seule défaite à l'UFC, c'est contre Francis Ngannou. Et ça avait duré 20 secondes. Là. Ngannou est arrivé là avec... ça ne tentait pas d'être là. En tout cas, parce qu'Ngannou, à ce moment-là, était insulté de ne pas avoir un combat de championnat et qu'on lui donne un gars qui en était seulement à son 4e ou 5e combat à l'UFC. Il est rentré là avec une idée en tête, c'était de le détruire. C'est arrivé, mais depuis ce temps-là, Rozenstruik a aussi fini le travail contre Junior Dos Santos. Donc, les deux ont une victoire contre Dos Santos. Les deux ont terminé ça dans la limite aussi. Donc, les deux arrivent là en confiance, en pleine possession de leurs moyens. Et deux jeunes poids lourds de nouvelle génération qui sont vraiment là. Non, ça va être un... Gane me parlait aussi que, tu sais, veut pas, l'année passée, les arts martiaux mixtes sont devenus légaux en France. Là, si maintenant la pandémie se calme un petit peu, peut-être avoir du monde dans les estrades, lui, c'est sûr qu'il rêve de faire le main event à Paris avec le public training aux Champs-Élysées. Imagine, c'est dans ses rêves, dans ses pensées. C'est fou. Là. Donc, c'est sûr que lui, il a ça en arrière de la tête. Il ne veut pas se laisser déconcentrer par ça, mais je ne veux pas dire qu'il porte le sort de la France sur ses épaules. Là, c'est un peu exagéré. Mais il reste que c'est un très beau représentant pour cette partie du monde-là. Et justement, après tant d'années, ça a été la dernière place dans le monde où c'était illégal. Et finalement, on a légalisé les arts martiaux mixtes. On a levé comment je peux dire ça, le ban. Parce qu'on ne présentait pas ça à la télévision de toute façon. Exactement, la restriction télévisuelle. Donc, là, ce combat-là va pouvoir présenter en France sans que le monde le stream. Là. Donc, ça va être présenté légalement en France. Donc, c'est un gros combat pour lui, là, ça. Là. D'ailleurs, on salue nos téléspectateurs et nos auditeurs du vieux continent, les cousins. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent, qui écoutent le podcast et qui écoutent également les galas RDS. Donc, salut si vous nous écoutez. C'est ça le rêve. Le rêve, c'est sûr que ce serait Ngannou contre Cyril Gane en finale d'un gala à Paris. Là. Je veux dire, les deux Français, un contre l'autre. C'est sûr que Ngannou est africain et nigérian, mais installé à Paris depuis plusieurs années, parle français aussi. Non, c'est sûr qu'on se met à rêver de tout ça avec la Tour Eiffel, les Champs-Élysées. C'est incroyable. Mais tout ça pour dire que c'est une finale, c'est un combat. Puis il me le disait aussi, là, il se prend à rêver à certains trucs, mais je le fais parce que je suis en entrevue, puis on en parle, mais il dit je suis extrêmement concentré sur samedi. Le sait que c'est un très, très gros défi pour lui. Il est classé 7e. Comme je l'ai dit, ça va être son 5e combat à l'UFC. Rozenstruik est classé 3e. Donc, si Gane venait à bout de Jairzinho, de très, très, très belles choses là, l'attendre, tout ça. Donc, j'ai très, très hâte de voir ce qui va se passer ce samedi. Ça va être bien sûr présenté en intégralité ce gala-là sur les ondes de RDS2. Les autres combats qui nous intéressent, le Nikita Krylov contre Magomed Ankalaev chez les Milo. Une division qui, sans John Jones, est peut-être un peu plus intéressante dans le sens où on se demande qui va être. Ces deux gars du top 10, là, ou en tout cas 8 contre 11, on se demande qui va être capable de se faufiler pour aller
chercher une ceinture qui sera mise à l'enjeu entre Blachowicz et Adesanya aussi. Je ne sais Ouais. pas si tu es d'accord avec moi. Est-ce que c'est une division qui a un intérêt supplémentaire avec le fait que le champion qui est invincible ou presque quitte finalement? Là? Oui, puis non. Parce que quand même à ça, John Jones faisait couler beaucoup d'encre. C'est un gars qui a une personnalité forte, qui parle, qui dit des choses. C'est un bon vendeur. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, il reste que, même s'il faisait des niaiseries, il réussissait à vendre beaucoup, beaucoup de pay-per-view. C'était un bon vendeur pour l'organisation. Présentement, là, on se retrouve avec un champion qui parle pratiquement très peu anglais, qui ne parle pas beaucoup, qui n'a pas une personnalité très, très forte. Donc, je ne dis pas que l'UFC espère qu'Adesanya gagne, mais c'est sûr qu'Adesanya est beaucoup plus vendeur que Blachowicz. Mais il reste que, écoute, la force polonaise, s'il touche la cible, ça peut faire du dommage. Non, effectivement. Pedro Munoz contre Jimmy Rivera chez les poids coqs. Peut-être un combat qu'Eman Zahabi va avoir à l'œil. Je pense pas qu'il est prêt. Je pense pas qu'il est rendu un adversaire du top 10 encore. C'est deux gars du top 10 aussi qui vont s'affronter, mais ça peut également aller vite dans cette division-là. Et Alexander Hernandez, qui est enterré dans une sous-carte contre Thiago Moses. Là, depuis ces deux défaites, Hernandez, son étoile a pâli un petit peu, mais ça reste un combattant chez les légers qui est quand même. On ne peut pas le prendre à la légère. Il y a beaucoup de. Il est arrivé, il a knocké Benel Darius en moins de 30 secondes, là, puis il avait accepté le combat dernière minute. Fait que c'est sûr que lui, il est arrivé son hype, il est arrivé dans le plafond en partant. Et là, après ça, il faut que tu suives ça. Là, après ça, il s'est battu contre Cerrone. Il l'avait écœuré. Il a dit que Cerrone, c'était un slow starter. Cerrone est arrivé là, puis il n'était pas content. Là. On a vu ce qui est arrivé. Il n'était pas rendu à ce calibre-là encore. Effectivement. Les heures habituelles, en tout cas, pour regarder ce gala-là sur nos ondes ce samedi. Faut prendre les dernières minutes qui nous restent, Pat, pour parler de PFL, Pro Fighters League, cette organisation qui va reprendre ses activités après une année de pause complète. Là. Ça va reprendre le 23 avril. Et là, on a sorti le tableau finalement pour le tournoi chez les poids légers. Olivier Aubin-Mercier, qui est dans cette catégorie-là, qui va tenter lui également de relancer sa carrière dans cette organisation-là, va affronter un gars qui s'appelle, attendez, je l'ai noté ici, Joelton Lutherbach. J'espère que je le prononce bien. Joelton Lutherbach, c'est un Allemand. Un gars que j'ai regardé sa fiche, là, j'ai sa fiche ici. C'est un gars qui s'est surtout battu dans les dernières années au Brésil ou en Europe, dans des circuits, bien sûr, régionaux. Sa dernière défaite remonte à 2019, en septembre, puis c'est contre un gars qui s'appelle Dricus Duplessis, qui est maintenant aujourd'hui à l'UFC et qui a gagné, si je ne m'abuse, sa première sortie à l'UFC. Donc, c'est un peu difficile, Pat, d'évaluer l'opposition à laquelle va faire face Olivier quand même, juste en regardant la fiche et les combats de Lutherbach, parce que c'est des gars qu'on ne connaît pas nécessairement, puis c'est des circuits qu'on ne suit pas non plus. Hein. Aussi, puis on regarde, il y a quand même un haut ratio de finition avec, dans ses 34 victoires, là, si je ne me trompe pas. Oui. Malgré tout, je pense que pour Olivier, il y avait au moins 5 combattants qui se devaient d'éviter en première ronde dans ce tournoi-là. C'est quand même un tournoi qui a énormément de talent dans cette catégorie de poids-là. Ça va être, si Olivier veut se rendre au bout, je pense qu'il est capable, je pense qu'il a le talent. Si on regarde sur papier, il a le talent. Il reste que ça se passe dans l'octogone, mais ça va être très difficile. Il y a d'excellents combattants qui sont là-dedans avec beaucoup d'expérience. Mais pour son premier combat en première ronde, je pense que c'est un excellent match-up pour Olivier. Le gars, il arrive, c'est un inconnu, mais il arrive avec une grosse fiche, un gros bagage de combat, beaucoup d'expérience, mais jamais dans des grosses organisations. Et c'est là-dessus qu'Olivier doit miser. Lui, il a déjà été sur le big stage. Il sait c'est quoi. Donc, il va arriver là, d'après moi, peut-être un petit peu moins nerveux que son adversaire. En tout cas, je le souhaite. C'est sûr que c'est le premier combat à PFL. Il est sur 3 défaites de suite. Il y a beaucoup de choses à l'enjeu pour Olivier. Là. Mais il reste que je pense qu'au bout de la ligne, il faut qu'il se dise qu'il a déjà passé par là et il connaît c'est quoi le gros stage comparativement à son adversaire. Tu parlais des gars qu'il fallait qu'il évite. Là. J'imagine que tu as Anthony Pettis, bien sûr, dans cette liste-là. Un gars qui n'a plus vraiment besoin de présentation. Lui va affronter Clay Collard, qui est un ancien également de l'UFC. Donc, ça sera en finale. Ça sera d'ailleurs la finale du gala. Nathan Schultz, qui est très bon également, brésilien. Lance Palmer. Schultz, c'est le champion. Schultz, c'est le champion, hein, c'est ça? Ouais. Schultz, c'est le champion. Si je ne me trompe pas, là, ça fait 2 fois qu'il gagne.
Sûr et certain, c'est le champion de l'année dernière. Il est très, 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 très bon. Puis il y en a d'autres, là, les noms ne viennent pas en tête, là, si tu me le dis, je vais m'en souvenir, mais il y en a d'autres qui sont vraiment, vraiment bons. Puis j'espérais qu'Olivier ne tombe pas sur au moins 5-6 combattants là-dedans, que j'espérais qu'Olivier évite en première ronde, et c'est arrivé, donc là, c'était lui à performer. Ben, tu vois, les noms. Pettis, Collard, des noms connus, là, Nate Schultz, le champion, Lance Palmer, qui n'est pas piqué des verres non plus. Ouais, Palmer aussi, je voulais. Et puis Brandon Looney, l'anglais, contre Shimon Moraes, ça va être un très bon combat. Moraes a déjà été à l'UFC aussi. Ouais. Looney, si je ne m'abuse, il était à Bellator, sauf erreur. Mais c'est un gars qui. C'est les gars, moi, que je connais un petit peu plus et qui sont. Puis tu as raison. Puis à 155 livres, on se répète, mais c'est la même chose à PFL qu'à l'UFC. Ouais. C'est une division où il y a des tueurs. Donc, je sais que Puis tu peut-être un mot. sais, le monde, ils ne connaissent pas Ryan Schultz, ça, ben, parce qu'il se bat au PFL. Là. Il est solide. Il est très, très bon. Là. Ça va prendre quelque chose de spécial pour le détrôner encore cette année. Ben, c'est ça, Nate Schultz. Comme tu dis, tu ne gagnes pas PFL, tu ne gagnes pas le tournoi 2 fois, tu ne gagnes pas $1 million 2 années de suite en étant un pied de céleri. Là, donc, mais l'occasion est belle pour Olivier. Puis s'il peut, juste une victoire, la confiance, on en parlait avec Eman. Là, retrouver le chemin de la victoire, on dirait que ça peut changer tout. Puis tu retrouves le plaisir, tu retrouves la confiance également. Donc, s'il était capable de passer contre Jolton Lutterbach, passer au travers, effectivement. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 10 combats quand même. Donc, 20 combattants. C'est pas gagné pour Olivier, mais l'occasion est belle. Puis, belle occasion aussi de faire un peu de sous, là, parce que 1 million, c'est loin d'être négligeable. Il n'a pas lésiné, puis on va finir là-dessus, Pat. Il n'a pas lésiné sur les efforts, là, lui. Puis, même chose, là, ça revient à ce qu'on disait aussi, s'entraîner au Québec, avec toutes les restrictions, c'est impossible. Lui, il est allé à Porto Rico s'entraîner, puis il s'est fait brasser la cage avec John Danaher, un des meilleurs entraîneurs de Jiu-Jitsu au monde. Il y a des très bons combattants là-bas. Même Jean-Pascal, puis je ne sais pas s'il y avait du sparring avec Jean-Pascal ou s'il l'a vu, là, mais Jean-Pascal avec Stéphane Larouche est aussi allé à Porto Rico pour ses entraînements. Donc, il a mis les efforts, là, Olivier, pour ses débuts à PFL. Ah ben c'est ça, c'est John Danaher qui est allé là-bas parce qu'à New York, tout était fermé, donc c'est ouvert. Il s'est ouvert un gym là-bas, puis il y en a beaucoup, beaucoup qui l'ont suivi. Même Georges a dit que si, mettons, un combat arrivait, s'il n'aurait pas le choix, il s'en irait là-bas, puis il amènerait des partenaires d'entraînement là-bas à Porto Rico avec John Danaher. Donc oui, il a fait les efforts nécessaires, il a fait les sacrifices nécessaires. Et là, ça va être intéressant de voir si ça va porter fruit. 23 avril. Je vais m'informer. C'est présenté aux États-Unis à ESPN. Je vais m'informer si au Canada, au Québec, peut-être même à RDS. Là, je sais qu'on présentait des galas de PFL en différé par les années passées. Là, vu qu'il y a Olivier Aubin-Mercier et il y a Rory McDonald quand même, là, un autre Canadien très connu ici au Québec. Peut-être qu'on va être en mesure de présenter ça. En tout cas, je ne fais pas de promesses, mais je vais aller aux informations et je vais vous revenir dès que j'ai une réponse à ce niveau-là. Pat, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a. Très intéressant encore une fois. On espère à la maison que vous avez également apprécié. N'hésitez pas à nous écrire. Pat est très présent sur ses réseaux sociaux. Moi aussi également. Instagram, Twitter, Facebook. Donc, merci énormément d'avoir été là. Puis, Pat, je t'écoute, moi, de mon côté, samedi avec JP pour le gala de l'UFC à RDS. Ciao, mon ami. Ciao, tout le monde. À bientôt. Bye bye.